Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire, la Cour pénale internationale donne une semaine à la procureure Fatou Bensouda pour qu'elle présente les preuves dont elle dit disposer contre le président kényan Uhuru Kenyatta, faute de quoi elle devra retirer ses accusations. Le transfert de l'ancienne première dame Simone Gbagbo en question en Côte d'Ivoire. Ses défenseurs parlent d'état de non-droit et ses détracteurs de mesures tout à fait légales. Le virus Ebola affecte également l'économie des pays infectés. Selon une récente étude, l'épidémie de fièvre hémorragique sans précédent pourrait faire perdre jusqu'à 2% du produit intérieur brut à la Sierra Leone. Les juges de la Cour pénale internationale lancent un ultimatum à la procureure Fatou Bensouda. Ce mercredi, par voie de communiqué, les juges ont donné une semaine à la magistrate pour qu'elle présente les preuves détenues sur le président kényan Uhuru Kenyatta. Le président kényan qui est soupçonné de crimes contre l'humanité depuis les événements post-électoraux de 2007-2008 qui ont coûté la vie à 1000 personnes. Aminata Jack. Une semaine, c'est le délai donné par les juges de la Cour pénale internationale à la procureure Fatou Bensouda pour qu'elle démontre des preuves supplémentaires contre le président kényan Uhuru Kenyatta. L'actuel chef de l'État est soupçonné de crimes contre l'humanité pour son rôle présumé dans les violences post-électorales de 2007-2008 au Kenya. Dans un communiqué, la Chambre a ordonné à l'accusation de déposer soit des preuves qui justifieraient la tenue d'un procès, soit un avis indiquant le retrait des charges. Ceci est tout à fait normal. Les juges agissent dans le cadre et dans le respect des principes du procès juste et équitable, à savoir que la durée de ce procès doit être raisonnable, ça ne peut pas s'étirer sur des années, et donc l'appréciation de la durée se fait en fonction des accusations et en fonction des éléments et des rassemblements de preuves. Et donc le procureur, quand elle a lancé les accusations, elle est supposée avoir des preuves ou au moins des éléments de preuve. Pour le spécialiste, il est important de fournir toutes les preuves contre l'accusé et de réduire la lenteur de la procédure pour un procès équitable. Quand un procureur, quelle que soit la juridiction, lance des accusations, elle ne lance pas des accusations en l'air, sans fondement, et après elle va à la pêche des preuves. Non, ça c'est contraire au principe du procès juste et équitable, et donc à ce moment-là, le tribunal veille à cette règle fondamentale et le temps est important pour que l'accusation ne perdure pas indéfiniment. Uhuru Kenyatta est le premier chef d'État en exercice à comparaître devant la Cour pénale internationale. Le procès devait initialement débuter fin 2013, mais il a été ajourné plusieurs fois, notamment à cause de la rétractation des témoins. Pour sa part, la procureure accuse le gouvernement kényan de refuser de coopérer avec la Cour. Plusieurs membres de l'opposition gabonaise, dont l'ancien Premier ministre Jean Yégué Ndong, auraient été empêchés de quitter le territoire dans la nuit de lundi à mardi, alors qu'ils s'apprêtaient à embarquer pour Paris. Ils devaient participer à la rencontre de l'opposition ce 5 décembre en France. Des accusations aussitôt démenties par les autorités. Ibrahima Djindjaï. Des membres de l'opposition gabonaise ont-ils été empêchés de voyager depuis Libreville en direction de Paris? Certains leaders politiques de l'opposition affirment avoir été bloqués à l'aéroport. Ils devraient assister à une réunion politique qu'organise la diaspora ce vendredi à Paris. Je n'ai pas été interpellé, j'ai tout simplement été interdit de voyager. Mais rien ne s'est passé. Je suis arrivé à l'aéroport et j'ai enregistré comme tout le monde. Et la police, sans rien me dire, et à la fin, il me notifie que je ne voyage pas. L'avion venait juste de partir. Et j'ai demandé, je ne pouvais pas voyager. L'officier de police m'a dit qu'il a reçu les instructions du procureur. Mais vérification faite, il n'y avait pas d'instructions données par le procureur. Et il m'a remis le passeport et puis mon bagage qui est quelques minutes déjà. Et je suis rentré chez moi. C'est ce qui s'est passé. Il y avait d'autres Gabonais, moi je n'en sais rien, mais il y avait d'autres Gabonais qui étaient dans la même situation que moi, qui ont subi le même sort. Je suis revenu à l'aéroport mardi soir et j'ai pu voyager. Des accusations balayées d'un revers de main par les autorités qui considèrent que ces allégations rentrent dans un plan de communication de l'opposition. Encore une fois, ce sont des déclarations qui visent uniquement à chercher à créer le buzz et parce qu'ils adorent créer le buzz. L'opposition au Gabon mène des activités sur le territoire librement. Ils tiennent des conférences de presse, ils tiennent des meetings, des causeries qui ne font l'objet
d'aucun empêchement. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on empêcherait qu'ils voyagent. Le droit de voyager est libre au Gabon. Ils voyagent en permanence et nous ne voyons pas très bien pourquoi est-ce qu'on empêcherait. Maintenant, s'il y a des situations administratives des uns des autres, ça se gère avec les ministères concernés. Le gouvernement, le président de la République n'est pas concerné par cette soi-disant interdiction de voyager. Ces membres de l'opposition ont finalement pu gagner Paris où ils répondent à une invitation d'une réunion politique organisée le vendredi 5 décembre par la diaspora gabonaise. Rappelons que le scrutin présidentiel est prévu en 2016 au Gabon. La France condamnée pour garde à vue excessive sur des pirates somaliens arrêtés en 2008. La Cour européenne des droits de l'homme a estimé que les autorités françaises auraient dû remettre les prévenus aux mains d'un juge d'instruction dès leur retour sur le sol français. Les pirates somaliens avaient participé aux prises d'otages de 2 navires français, le Ponant et le Carédas, entre avril et septembre 2008. En Côte d'Ivoire, l'ancienne première dame Simone Gbagbo a été transférée lundi 1er décembre à Abidjan. Elle était placée en résidence surveillée depuis 2011 à Odiéné, dans le nord du pays. Un transfert tenu secret pour des raisons sécuritaires selon le gouvernement, mais dénoncé pour vice de procédure par ses avocats. Les explications de Marina Vanier. Elle a été transférée dans le plus grand secret à Abidjan. L'ex-première dame Simone Gbagbo a été conduite ce lundi 1er décembre vers une destination secrète dans la capitale économique Abidjan. En résidence surveillée depuis 3 ans à Odiéné, dans le nord de la Côte d'Ivoire, Simone Gbagbo est poursuivie pour sa présumée implication dans la crise post-électorale de 2011 qui a fait plus de 3000 morts. Elle est accusée entre autres de crimes économiques et d'atteinte à la sûreté de l'État. Au niveau de la défense, c'est la surprise. Dans un communiqué, les avocats ont dénoncé ce transfert, n'ayant pas été informés par les autorités. C'est encore une nouvelle preuve que la Côte d'Ivoire, depuis les graves événements suite à l'élection de 2010, vit aujourd'hui dans un état de non-droit. Madame Gbagbo est transférée sur Abidjan. On est dans quel endroit? C'est-à-dire qu'on agit en Côte d'Ivoire comme si des personnes avaient droit de vie ou de mort sur des citoyens. C'est aberrant. C'est une dictature. Et dans une dictature, on vous prend, on vous met en prison, pas de compte rendu. Du côté du gouvernement, on évoque des raisons de sécurité pour justifier le secret de ce transfèrement. Simone Gbagbo, l'épouse de l'ex-président Laurent Gbagbo, comparaîtra aux assises ainsi que 82 autres accusés. Le gouvernement est souverain. Il y a un exécutif fort qui décide ce qu'il a lieu de faire quand ce gouvernement-là l'estime nécessaire. Dans les Ivoiriens, en tout cas dans une très large majorité, la rend pour responsable de la situation quasi chaotique et apocalyptique dans laquelle la Côte d'Ivoire s'est retrouvée. Et Mme Gbagbo à Abidjan, ça fait ni chaud ni froid aux Ivoiriens. Elle devait répondre, et elle doit répondre. Elle a été traitée dans d'excellentes conditions. Prévu le mercredi 22 octobre 2014 à Abidjan, le procès de Simone Gbagbo avait été reporté officiellement pour des raisons administratives. Pour l'heure, aucune date n'est publiquement annoncée. Le virus Ebola assombrit les perspectives de croissance en Sierra Leone et en Guinée. Ces 2 pays promis à une solide croissance économique avant le déclenchement de l'épidémie entreront néanmoins en récession en 2015. Le Libéria est par contre épargné avec une prévision revue à la hausse. Le point avec Grazela Tchakounté, commentaire de Fanny Mounichi. Ebola, un virus pour l'économie. Selon les dernières projections des institutions financières internationales, l'épidémie va faire plonger en récession 2 des 3 pays les plus affectés. Première victime, la Sierra Leone, qui devrait voir son produit intérieur brut se replier de 2%. En Guinée, la contraction devrait être moins sévère avec un repli de 0,2%. Il y a un ralentissement des activités économiques, le transport, le commerce, les investissements. Il y a aussi un impact social parce que, vous savez, quand il y a une épidémie de cette envergure, les regroupements, généralement, on s'en méfie. Et aussi les déplacements de personnes. Donc l'impact de l'Ebola est socio-économique.
Paradoxalement, le Libéria, qui déplore le plus grand nombre de décès dus au virus, s'en sort légèrement mieux que ses voisins au niveau économique. Le pays bénéficie d'une forme de regain d'activité en raison des progrès enregistrés dans la lutte contre l'épidémie. Ainsi, le produit intérieur brut devrait progresser de 4%. Nous surveillons l'inflation. Jusqu'à présent, cela n'a pas été mauvais, mais nous sommes préoccupés par le problème de la nourriture à l'OFA, où les gens sont mis en quarantaine et les principaux marchés restent fermés. Nous nous préparons à la thésaurisation, car les gens vont accumuler de l'argent et ne pas le dépenser dans les zones urbaines, ce qui pourrait faire augmenter les prix alimentaires. En octobre dernier, les perspectives de 2015 semblaient encore prometteuses pour la Guinée et surtout pour la Sierra Leone. Mais l'épidémie qui s'est propagée dans la région a plombé l'activité économique, freiné les investissements et assombri les prévisions de croissance. Il faut dire que pour enrayer la propagation du virus, les pays touchés ont dû réduire leurs investissements publics à hauteur de 160 millions de dollars. Du sport pour terminer ce journal et dernière ligne droite avant le coup d'envoi de la 30e édition de la CAN 2015. Le tirage au sort a été effectué ce mercredi 3 décembre en présence du président équato-guinéen Teodoro Biangema Bassogo et du président de la CAF Issa Hayatou. C'est un sujet d'Ibra Radinjaï. Toute l'Afrique avait les yeux rivés sur Sipopo en Guinée équatoriale ce mercredi 3 décembre pour cause le tirage au sort de la CAN 2015. C'est chose faite, les 4 poules de la compétition continentale sont officiellement connues. Un tirage qui semble a priori clément pour certaines équipes et difficile pour d'autres. En match d'ouverture, la Guinée équatoriale, pays hôte, s'opposera au Congo. Le groupe D est composé de la Côte d'Ivoire, du Cameroun et déjà vu comme le groupe de la mort. Je pense que ce tirage au sort a été très bien. Je dirais que le groupe D, donc le groupe de la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Mali et le Cameroun me semblent vraiment un peu costauds. Donc il y aura des très 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 bons duels dans ce groupe et on verra vraiment un très bon match parce que les équipes, les sélections qui sont là-bas sont composées des joueurs expérimentés, des joueurs talentueux, des joueurs qui évoluent tous, je pense, quelques-uns en Europe et ça va être un groupe très intéressant. Ensuite, je dirais le match d'ouverture, la Guinée équatoriale et le Congo. Bon, la Guinée va faire de son mieux parce que elle ne s'est pas préparée. Dans le groupe C, les Lions de la Teranga du Sénégal seront confrontés au Ghana, à l'Afrique du Sud et à l'Algérie. C'est un groupe équilibré. On a déjà le Ghana, on a le Sénégal, on a l'Afrique du Sud, on a aussi l'Algérie qui a fait une très belle Coupe du Monde. Donc, dans ce groupe-là, on a vraiment des sélections qui sont très, très, très équilibrées, des équipes très performantes. Ce groupe-là aussi est très, très, très solide. Et je pense qu'on verra aussi des très bons matchs dans ce groupe-là, surtout le Ghana. Le Sénégal aussi, donc, qui a une très belle équipe, a des très bons joueurs qui évoluent aussi en Europe. Je crois sincèrement que ce serait vraiment des beaux matchs dans ce groupe-là. Désormais, c'est tout un continent qui attend le coup d'envoi de la phase finale de cette CAN 2015 qui se déroulera du 17 janvier au 8 février. 4 villes de la Guinée équatoriale devraient accueillir les rencontres de la plus prestigieuse compétition africaine, à savoir Malabo, Bata, Ebibéyin et Mongomo. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de ce 12-15 sur Africa 24.